Un jour, je suis rentré du lycée, j'arrive à la maison, il n'y a plus rien. Il reste que la télé parce que les huissiers ont tout pris. Très vite, j'ai compris que dans ce monde-là, il faut de l'argent. J'étais une personne qui volait énormément dans les magasins. En fait, je supportais pas de me sentir inférieur aux autres. Quel conseil tu dirais à quelqu'un qui a envie de se lancer, mais qui hésite, qui a peur? Ma mère qui me dit pourquoi tu trouves pas un travail, t'es comme ton père, vous voulez jamais travailler, vous voulez toujours entreprendre. Quel est le business le plus rapide à faire des millionnaires? Et là, je vois pendant ce meeting que quand je parle, les gens m'écoutent, secouent la tête quand je parle, ils plissent un peu les yeux, je vois qu'ils sont concentrés. J'avais jamais ressenti ça de ma vie. Quand tu viens de l'Afrique, que tu dis par exemple dans une vidéo, ouais, hier j'ai fait 25 000 au lancement de ma formation, forcément tous les cousins du village commencent à t'appeler. Moi, quand j'avais mes galères d'argent, j'ai été pleurer chez personne. J'ai beaucoup plus de résultats avec des gens qui ne sortent pas d'école que des gens qui sortent d'école. Pour un jeune qui veut réussir, entre guillemets, qui veut se battre, faire des sous, sortir de la galère, ainsi de suite, est-ce que tu lui conseilles d'être en couple ou pas? Le max d'argent que tu as touché en une journée? Franchement, le max, là, ça va sembler indécent. Bref, c'était à peu près. Bonjour à tous et bienvenue dans cette interview ou cette émission, cet échange qu'on va avoir. Aujourd'hui, on va pas parler que dev perso, on va pas parler que bonheur. Je vais avoir l'opportunité de vous présenter aujourd'hui ou de mettre en avant aujourd'hui un invité assez spécial qui est entrepreneur, qui fait du e-commerce, que vous avez forcément vu passer au moins une fois. Quelqu'un qui a pu générer plus de 17 millions de chiffres d'affaires. Je sais, le chiffre, il a l'air énorme, mais on va pouvoir discuter de tout ça en profondeur. Plein de leçons à pouvoir apprendre ici. On va parler business, on va parler e-commerce, on va parler réseaux sociaux. On va aussi parler de relations, de tout ce qui peut nous passer, entre guillemets, par la tête. Mesdames et messieurs, je vous présente Marcus. Comment tu vas, Marcus? Ça va très bien et toi? Très très bien. Je suis très content de pouvoir t'accueillir ici, de pouvoir avoir cet échange. Je sais que ça faisait un bon moment qu'on en parlait. C'est ça. Toi, tu vis de l'autre côté, moi je vis de l'autre côté. Donc enfin, on a eu l'opportunité de faire ça juste avant que tu ne prennes ton vol. Merci pour le temps, merci Déjà, d'être là. merci à toi de me recevoir. Quand tu m'as proposé, j'ai sauté sur l'occasion. Même Avec si plaisir. aujourd'hui c'était le check-out de mon hôtel, j'ai laissé mes valises à la réception. J'ai dit je dois y aller. Allez, ça fait plaisir, ça me touche, ça me touche. Marcus, c'est un entrepreneur, mais moi je ne pourrais pas le présenter mieux que lui-même. Donc est-ce que ça te dit de te présenter très rapidement pour des personnes qui te découvrent pour la première fois? Du coup, pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Marcus. Je suis un entrepreneur d'origine camerounaise, né à Roubaix, Ok, dans le 59, dans le nord de la France. Et de base, je suis connu plus particulièrement pour faire du e-commerce. ok, Donc, je suis connu pour faire du e-commerce. Ça fait déjà 6 ans que je fais ça. d'accord. Mais à côté de ça, je fais pas que ça. Je fais du e-commerce, j'ai des applications, je fais aussi des formations. J'ai une agence de location de voitures. Maintenant, j'ai vraiment essayé de Diversifié. me diversifier un maximum. Ok. Donc, on va dire, il n'y a pas vraiment une seule activité qui me définit. Mhm. Mais je suis une personne lambda qui cherchait à s'en sortir dans la vie parce que je suis pas un fils d'eux. Ok. Mes parents n'avaient pas forcément les moyens. Donc, j'ai testé business sur business jusqu'à ce que l'e-commerce marche. Et aujourd'hui, je suis là, devant toi. C'est assez inspirant quand même quand on regarde l'histoire. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui génère. Si tu vois un peu son train de vie, allez-y voir sur les réseaux. Belle voiture, nana, hôtel de luxe, tout ça, c'est magnifique. Mais savoir que il n'est pas forcément né avec l'or dans la bouche, moi, ça m'inspire beaucoup, ça me parle. Parce que ça ressemble un petit peu à mon histoire, partir de rien et pouvoir se construire quelque chose d'incroyable. Et c'est ce qu'on va essayer de creuser aujourd'hui. Arriver à faire jusqu'à 17 millions de chiffre d'affaires, c'est pas fini parce qu'il est encore jeune, je pense qu'il a encore du chemin à faire. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir le Marcus avant. Ok. C'est qui? Parle-moi un peu du Marcus plus jeune, de là où tu as grandi, un peu quelques galères que tu as pu Ok. traverser qui te font un vrai contraste entre ta vie d'aujourd'hui et par exemple. Ok. En fait, comment dirais-je, c'est assez spécial. C'est que de base, moi, je suis né à Roubaix. Donc, j'ai grandi à Roubaix peut-être jusque mes 14 ans. Roubaix, ça quand Dans le 59. 59. C'est dans le nord de la France. Ok. Et en gros, j'ai grandi là-bas. Et pour être transparent avec toi, c'est une ville où il y a énormément de personnes issues d'immigration. D'accord. Donc là-bas, je sentais pas vraiment la pauvreté. Je me sentais pas plus pauvre que la normale. On était tous au même niveau et tout allait bien. Sauf qu'en fait, étant donné que moi et mon grand frère, on commençait à être turbulents, mon grand frère, il commençait à faire ses premières gardes à vue. On était vraiment turbulents. C'est vraiment une ville où il y avait énormément de délinquance. Notre mère, elle a pris la décision de nous faire déménager. Ok. Et là, on a déménagé dans une ville qui s'appelle Dunkerque, à 80 km De là-bas. de là-bas. Ok. Et là, pour moi, là, c'était un choc culturel.
Parce que je me retrouve d'être dans un collège où on est à 80% d'enfants d'immigrés, à être dans une classe où là, limite, on n'est que deux noirs. Et là, c'était un choc culturel, mais aussi un choc aussi culturel dans le sens où les enfants étaient différents et aussi ils avaient des moyens complètement différents. Ok. Donc c'est là où j'ai commencé à voir une différence. Je voyais que le week-end ou même le mercredi, on n'avait pas les mêmes activités. Eux, des fois, ils allaient aller à la fête foraine. La fête foraine, tout le monde a 50 € de budget. Moi, je n'ai pas forcément cet argent-là. Ok. C'est là où le manque d'argent a commencé à se faire ressentir. Il y avait des vacances, je m'en rappelle, en quatrième, on avait un voyage scolaire en Italie. Donc, tu as plein de gens qui avaient de l'argent de poche pour acheter des souvenirs. Bah, moi, ma mère, c'est déjà bien, mais elle avait juste pu payer le voyage en Italie. J'avais pas d'argent de poche là-bas. Et tu sais, c'est plein de ce type de choses qui ont commencé à créer un truc un peu chez moi où il a commencé à avoir une genre de mini-obsession pour l'argent. Mini-obsession pour l'argent, le fait de ne pas pouvoir me payer ce que les autres pouvaient se payer. C'est là où c'est un truc qui a commencé à se créer. Puis aussi, on a eu quelques soucis d'argent. Donc aussi le fait, un jour, je suis rentré du lycée. J'arrive à la maison, il n'y a plus rien. Il reste que la télé parce que les huissiers ont tout pris. Non. Tu vois? Mon père, il avait quelques soucis à régler, etc. Quelques dettes d'impayées. Et au bout d'un certain moment, les huissiers ils viennent. Et tu vois, c'est des trucs comme ça qui, dans ta tête, créent un truc. Donc moi, ça a créé un truc où très vite, j'ai compris que dans ce monde-là, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu n'es pas à l'aise. Si tu n'as pas d'argent, des fois, tu peux te sentir inférieur par rapport à tes camarades de classe parce qu'eux peuvent s'acheter des trucs et pas toi. Et c'est là où, au fur et à mesure, il y a un truc qui s'est créé. Ça veut dire à partir de mes 16 ans, en fait, ma mère, on avait acheté une maison, elle avait pris un crédit pour une maison. Et donc, de là, j'ai eu l'idée, j'ai dit à ma mère, écoute, pour mon anniversaire, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie d'organiser une soirée et je vais faire payer des gens. Donc là, ça, c'est le premier business que tu lances. lances. Business que je fais. J'ai organisé des soirées. À quel âge? J'avais 16 ans. Ok. J'avais 16 ans. Donc là, pour mon anniversaire, on se retrouve à être peut-être 40. Allez, entre 30 et 40. Je pense que 30-40 personnes qui ont payé 10 €, 400 €. Tu vois? Donc je me retrouve à faire 400 € déjà à 16 ans. Et à chaque fois, j'étais sur des petits business comme ça. Essayer. Et en fait, au fur et à mesure, à chaque fois, j'ai essayé des business différents. Même à une certaine époque, maintenant, je le dis, je peux te dire, j'étais une personne qui volait énormément dans les magasins. D'accord. Genre aujourd'hui, je ne le ferais plus. De toute façon, j'ai les moyens. Mais en fait, j'ai toujours été une personne, honnêtement, j'ai mal vécu le fait. En fait, quand je suis arrivé à Dunkerque, j'ai vraiment vu ça comme une injustice. Pourquoi eux, ils ont et moi, je suis né, j'ai pas. Et tu ressentais pas ça dans l'autre vie? Dans l'autre vie, je ressentais pas ça. On était tous au même point de vue. C'est assez vicieux parce qu'on est riche que en fonction des autres et on est pauvre que en fonction des autres. C'est ce que j'allais dire. C'est vraiment la richesse, c'est subjectif. Tu peux être un riche à Dubaï, tu peux être un pauvre à Dubaï en étant riche à Bali. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, arrivé là-bas, j'ai vécu les choses totalement différentes et j'ai vu ça vraiment comme une injustice. Ce qui faisait que je me disais, vu que j'ai pas, je vais prendre. Et à chaque fois, je trouvais des moyens, soit j'organisais des soirées, des moyens légaux ou pas. J'étais quelqu'un, en tout cas, qui n'attendait pas. D'accord. J'attendais pas. J'avais trouvé des solutions à mes problèmes. Et c'est ce qui a, au fur et à mesure, fait la personne que je suis aujourd'hui. Et après, au fur et à mesure du temps, j'ai été sur des business de plus en plus matures. On va en parler là tout de suite. C'est ça. Mais ce qui m'intrigue beaucoup, c'est de savoir c'était quoi ta force motrice, c'était quoi ton pourquoi dans cette quête à l'argent. Est-ce que c'était dû au fait que tu as manqué de beaucoup de choses? Est-ce que c'était dû à une personne en particulier? Ou c'était quoi le but? Parce que dans tout ce que l'on fait, on a forcément une raison qui nous pousse derrière. Surtout quand c'est des moments assez difficiles, des moments un peu, entre guillemets, précaires. Il y a forcément une force motrice qui se connecte à une raison. Est-ce qu'il y avait une raison en particulier? Est-ce que c'était dû à ta mère, ton père ou la famille, juste ou simplement à ta situation? C'était ma situation et c'était surtout aussi le fait que je voulais pas être un poids pour ma mère. Donc je pense que la dernière fois que ma mère elle m'a acheté des habits, j'avais 16 ans. Tu vois ce que je veux dire? Or, certaines personnes, ça dure longtemps. À partir de 16 ans, j'étais déjà plus un poids pour ma mère. Ça veut dire moi, je voulais juste ne plus être un poids et je voulais pas me sentir inférieur aux autres. Donc là où des gens avaient un nouveau téléphone, moi, ma mère, elle pouvait pas forcément m'acheter un télé. En fait, vraiment, les moyens entre les jeunes de Dunkerque et de Roubaix, ça n'avait rien à voir. Ça veut dire là où tu as des gens qui ont le nouvel iPhone qui venait de sortir à 400 €, moi, je devais trouver un moyen de trouver ces 400 €. En fait, je supportais pas
de me sentir inférieur aux autres. Ok. Donc, étant donné que j'allais pas dire à ma mère, écoute, achète-moi un téléphone à 400 euros, elle allait me gifler, bah, j'allais trouver des moyens de me procurer l'argent pour me payer. Donc, au début, pour être transparent avec toi, c'était pas des problèmes vitaux, c'était plus du matériel. Ok. Mais je supportais pas que certaines personnes avaient des choses que moi, je pouvais pas me procurer. Donc, j'ai dû apprendre à trouver des moyens de me procurer les choses par moi-même. Et c'est ça qui m'a... C'est ce qui a fait que je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai vite été débrouillard. Ok. J'ai jamais attendu qu'on me donne les choses. Et si tu me donnes pas, je vais prendre. Si tu me donnes pas, je prends. C'est ça. Et c'est vraiment comme ça que je me suis fait au fur et à mesure. Ok, bah, du coup sur le chemin, après cette soirée que tu organises à 400 balles, c'est quoi les autres business que tu commences à lancer petit à petit avant de te retrouver dans le e-commerce? Qu'est-ce qui fait, comment tu te retrouves dans le e-commerce du coup? Bah du coup, je suis monté vraiment en gamme au fur et à mesure. C'est que, bon, au début, j'organisais des soirées, mais j'avais 16 ans. Donc à partir de 17 ans, c'est l'âge légal pour passer ton BAFA et être animateur. Mhm. Donc ensuite, j'ai passé mon BAFA, j'ai été animateur. Ok. Donc j'ai été animateur, j'ai tenu peut-être 2, 3 ans dans ça. Tu faisais quoi en tant qu'animateur? Bah, animateur des enfants, donc chaque vacances scolaires, je m'occupais des enfants, je travaillais à jeunesse et sport. Ok. Après, pendant un moment d'été, je travaillais dans des villages vacances. Ok. J'ai travaillé plusieurs années pour le CCE d'Air France. D'accord. Donc moi, c'était une manière, en étant étudiant, je savais que tu travailles d'été, tu reviens à la rentrée en septembre, je sais pas si c'est 1300 de mois. Mhm. À la rentrée, tu as 2600. C'est vrai. Tu peux déjà tenir un bon... Sachant qu'en étudiant, tu dépenses pas énormément d'argent. C'est vrai. Donc tu peux tenir beaucoup. Donc j'ai fait animateur. Après, à côté de ça, pendant un moment, en gros, j'ai mon grand frère. Il y a très peu de gens qui le savent, mais mon grand frère, il était rappeur. D'accord. Donc il était rappeur et c'est pour ça que je connais Gradure. Tu vois, c'est par Ouais, rapport à t'étais à ça. son show là récemment. Là. Exactement. Donc Ok. on vient de la même ville. Ok. Donc mon grand frère rappait souvent avec lui. Donc à ce moment-là, j'ai vu aussi... j'ai vu quelqu'un comme Gradure partir de zéro. Et Tu l'as devenir connu lui aussi à ses débuts. Exactement. Ok. Donc j'ai vu quelqu'un très proche de moi partir de zéro et en arriver là où il est. Ok. Donc là, déjà, ça a créé un autre changement dans ma tête. C'est plus seulement subvenir à mes besoins, c'est là que je veux devenir riche. Ok. Tu vois? Et j'ai vu un mec de ma ville passer de là à devenir une des plus grandes stars en France. Et là, tu as eu un modèle, quoi. Tu te C'est dis, ça, si j'ai lui, eu un- il l'a fait. Si lui, il a fait, pourquoi moi, je peux pas le faire? Ok. Du coup, moi, je rappe pas. Du coup, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, je vais devenir manager d'une artiste. Donc, j'ai cherché à manager des artistes. J'envoyais des DM à gauche, à droite. Et là, j'ai managé une chanteuse qui s'appelait La Nancy. Elle est encore trouvable sur YouTube. On sortait des clips, mais on faisait peut-être 200 000 vues, Ok. 300 000 C'est vues. déjà pas mal. C'est énorme. Yeah. Sauf qu'à l'époque, tu vois, bah, comment je te dis, à l'époque, je sentais comme ça. Parce que moi, je me comparais à quelqu'un comme Gradure. Je me disais, c'est pas assez. À 200 C'est pas 000 assez. pour quelqu'un qui va de nulle part. C'est ça. énorme. Sauf que moi, j'ai toujours été très ambitieux. Et c'est ça, en fait, le problème des fois. C'est que mon ambition faisait que j'arrivais pas à me satisfaire de ce que j'avais. Ok. Ça veut dire, à l'époque, je trouvais que faire 200 000 vues, c'était nul. Alors qu'en vrai, aujourd'hui, la dernière fois, j'étais sur cette chaîne YouTube. Les 200 000 vues, je les fais à peine, moi, sur ma chaîne. Mhm. Et ça fait 2 ans que je fais ça. Donc, je me dis, pour un premier clip, faire 200 000 vues, mais j'étais malade de ne pas me satisfaire de ça. Mais bref, j'ai fait une expérience dans la musique. Ça ne s'est pas passé forcément comme je voulais. Parce que la musique, en vrai, c'est beaucoup plus dur pour les femmes. C'était très, très misogyne, très sectaire. Donc, à chaque fois que je la présentais à des gens, ils essayaient d'avoir des... Ok. C'était trop compliqué de gérer une fille. Donc là, suite à ça, j'ai repris mes études. Ah, t'avais arrêté les études à un Ouais, moment. pendant un moment, j'avais arrêté. Ok. Franchement, T'as fait les études de quoi? moi, j'étais en BTS MUC. J'ai fait un Enfin, d'abord, j'étais en licence, économie et gestion. Ok. J'ai fait 1 an, mais j'ai redoublé 2 fois. Parce qu'en gros, j'ai eu mon bac à 17 ans. Ok. Et arriver à la fac, c'est très, très free. Il faut être très autonome. Oui. J'étais pas encore très autonome. J'avais pas encore une bonne self-discipline. Donc, à partir du moment où tu n'es pas obligé, bah, moi, j'y allais pas. Donc et là, je voyais que première année, je redouble, deuxième année, je redouble. Là, ma mère, elle me dit, bon, toi, en fait, il faut te remettre des bases. T'es pas... Donc là, on m'a mis en BTS. Sauf qu'en BTS, tu retournes dans un lycée, limite. Donc, tu as des absences, tu as des horaires. Donc, ça me convenait mieux. Donc là, je suis parti sur un BTS MUC. Une fois que j'ai eu mon BTS MUC, j'ai fait un bachelor pour avoir un bac plus 3. Et c'est à ce moment-là que j'ai travaillé chez Domino's en tant qu'alternant. Du coup, j'étais manager en alternance. Ok. Et c'est à ce moment-là, après, que j'ai passé mes concours pour entrer en école de commerce. Et là, je suis passé sur un
master en marketing grande consommation, développement commercial. Ah, tu as fait un master en marketing. Exactement. Ok, moi aussi. Ah, c'est vrai? Yeah. Donc, voilà, master grande consommation et option digital marketing. D'accord. Et en fait, bah, c'est là, c'est cette partie digital marketing, c'est à ce moment-là que je suis tombé dans l'e-commerce. Parce qu'en fait, j'ai fait mon alternance chez Domino's. Mhm. Après, j'ai arrêté Domino's du coup, parce qu'il fallait que je trouve une nouvelle alternance, plus en rapport avec le master. Domino's, c'était plus en rapport avec mon MUC de management. Ok. Et du coup, bah, c'est là où est arrivé un problème, c'est qu'en école de commerce, j'étais le seul de ma promotion à ne pas avoir d'alternance. Le seul. Le seul. C'était dû à quoi selon toi? Franchement, je vais pas jouer la carte du racisme, mais en vrai, je vais la jouer. En vrai, j'étais le seul. Ouais, je te Même- demande ça parce que Ouais. j'ai mon expérience là-dessus Tu aussi. vois, donc, c'était horrible. Franchement, c'était horrible. Je trouvais pas. Franchement, je postulais. Et Dieu seul sait que, genre, je passais ma nuit à postuler. Il y a des fois même, j'essayais de pas mettre ma photo sur le CV. yeah, Voilà, bizarrement, ça rappelait beaucoup plus. Sauf qu'arrivé à l'entretien, bah, on me prenait toujours pas. c'est vrai. Et même pour te dire, euh, dans mon école de commerce, ils avaient des partenaires, des entreprises partenaires. Oui, normalement, c'est simple. Tu vois, bah, même la femme qui s'occupait de trouver des alternances, on était trois à pas en trouver. On a trouvé pour les deux, et même les partenaires ne voulaient pas de moi. Non. Du coup, j'étais là sans alternance. Du coup, en fait, c'est là où, en fait, bah, c'est créé un mini complexe où je me suis dit, vu que je peux pas trouver de travail en physique, je vais trouver du business en ligne. Et j'ai tapé des trucs, comment trouver du business en ligne, comment devenir riche en ligne. Et tu sais, quand tu commences à taper Et voilà. comment devenir riche en Là, ligne. tu tombes directement sur les Yomi Denzel. Exactement. C'est là où tu commences à arriver sur crypto-monnaie. Mhm. À l'époque, il y avait beaucoup de Ty Lopez avec le Oui, SMMA. je connais Ty Lopez aussi. SMMA. Et là, il y avait Yomi aussi qui était là avec le dropshipping. À l'époque, il venait de faire ses vidéos. Je viens d'acheter ma première Rolex. Mhm. J'ai acheté etc. ça à ma mère, j'ai acheté ça à mon père. Etc. Donc, c'est là où je suis tombé là-dessus. Et j'ai essayé la crypto-monnaie. Ça n'a pas marché. J'ai perdu de l'argent. Et là, je me T'as suis essayé carrément, tu t'es dit tu vas te lancer là-dedans. Exactement. Bah, quand j'étais en alternance, j'avais le chômage, vu que j'étais plus chez Domino's. Donc, j'avais le chômage. Et bref, à un moment, étant donné que j'étais étudiant, j'avais plus de chômage. Bref, j'ai réussi à magouiller Mhm. pour qu'ils m'enlèvent mon statut d'étudiant pour récupérer mon chômage. Du coup, j'ai eu un rappel de chômage de 6 mois d'un coup. Ok. Donc là, je me retrouve avec à peu près 3600. C'était entre 4 à 5 mois. J'avais 3600. Ces 3600, moi, je me suis dit, je vais les mettre en crypto. Ok. Je vais les mettre en crypto. Boum, ça va exploser. T'as mis tout d'un coup. D'un coup. Waouh. Tu vois, moi j'étais comme ça, j'étais mentalité all-in. Je me suis dit, en plus, tu connais, quand tu rêves, tu vois des vidéos des gens sur internet Mhm. Qui t'ont vendu pas mal de rêves. qui vendent pas mal de rêves. Donc moi je me dis, je mets 3600. Si je fais un x10, j'ai 36 000. Tu penses comme ça, sauf que si tu peux faire un x10, ça peut être aussi Ouais. divisé par 10. Direct. Toutes les possibilités de gains, il faut aussi savoir qu'elles sont aussi possibles en perte. C'est vrai. Sauf que les gens ne parlent pas des pertes sur internet. Parle que du positif. Exactement. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en 24 heures, je perds la moitié. Ok. Je tombe sur une crypto, j'avais mis sur le Zcash. En 24 heures, boum, la moitié elle chute. Là, il me reste que 1008. Là, je me dis, c'est mort. J'ai pas attendu 5 mois pour avoir cet argent pour tout perdre. Mhm. Je me suis dit, il faut que je me mette cet argent dans un business qui dépend uniquement de moi. Ok. Du coup, crypto, t'enlèves. Mhm. SMMA, je me sentais pas faire ça parce que pour faire du SMMA, c'est une agence marketing. Tu dois aller Prospecter. démarcher des entreprises. C'est ça. Je me suis dit, t'arrives déjà pas à trouver un travail. Comment tu vas réussir à convaincre des entreprises de te faire confiance? Donc, tu enlèves ce business-là, il restait que le dropshipping. Ok. Je pars sur le dropshipping. Premier site. C'est quoi tes premières actions quand tu décides finalement d'aller sur le dropship? Tu décides directement de te lancer ou tu décides de te former? C'est quoi les chemins que tu entreprends Franchement, à ce moment-là? j'ai regardé les vidéos de pas mal d'entrepreneurs. Il y avait Yomi, il y avait Léo Guillot, il y avait d'autres mecs, mais c'est deux noms qui me reviennent en tête. Et moi, ce que je décide de faire, c'est que j'avais que 1800. Je n'avais pas d'argent pour payer une formation. Mhm. Et en vrai, j'estimais que, étant donné que j'étais en master marketing, j'avais appris des choses en digital marketing. Qu'est-ce que c'est des AG au panier? Qu'est-ce que c'est un taux de conversion? C'est quoi des 4P? Produit, place, promotion. Mhm. Je me suis dit, je suis capable de me lancer. Ok. Et puis surtout, quand je voyais les autres youtubeurs en parler, je disais, ils n'ont pas l'air plus intelligents que moi. Comment? Moi, je suis quand même en master. Je vois pas pourquoi je vais devoir me former Hmm. par des mecs plus jeunes que moi. Alors que j'avais déjà beaucoup d'ego. Ok. Franchement, ça, c'est un truc qui me définit beaucoup. C'est que j'ai toujours eu de l'ego et de la confiance malgré le fait que ma situation n'était pas là. Hmm. Donc, je me disais, je vais pas payer leur formation, je vais me lancer comme ça. Ok. Donc, je vois leurs vidéos. Il y avait une vidéo d'un mec,
qui avait fait une vidéo, comment faire un site en 50 minutes. Donc, je prends mon ordinateur, je scinde l'écran en deux. Tout ce qu'il fait, je regarde. Tu fais la même chose. Presse, pause, presse, Ok. pause, presse, pause. J'ai fait exactement, j'ai suivi tout ce qu'il a dit. C'est magnifique, ça. Donc, sur un site de perruques, et boum, je prends une influenceuse qui s'appelle Now Babe. Mhm. Premier placement, je la paye 400 euros. Faut qu'elle fasse de la pub. Exactement. Ok. C'était un site de perruques. Je me suis dit, c'est parfait. En fait, j'avais déjà cette notion de marketing. Tu fais un site de perruques, donc logiquement, tu prends une influenceuse en cohérence avec ce que tu veux vendre. Mhm. Donc, je prends une influenceuse, je fais un site de perruques, donc je me dis, je prends une influenceuse afro. Ok. Boum, je tape dans le 1000. Premier placement, je la paye 400. Je fais 1400. De vente. Ouais, entre 1200 et 1400 Ok. en 24 heures. 24 heures. 24 heures. Magnifique. Et là, je me dis, waouh. Il y a un truc qui est intéressant, là, avant même que tu continues cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont tellement sceptiques par rapport à ce monde de e-commerce, de dropshipping, ainsi de suite, qu'ils n'ont jamais pris le temps de savoir c'est quoi le processus, entre guillemets. Exactement. Donc, si tu peux dire à un débutant, quelqu'un qui regarde cette vidéo, en quoi consiste le dropshipping? Comment le processus se passe en 3-4 étapes, très En rapidement? fait, très rapidement, le dropshipping, pour te vulgariser la chose, le dropshipping, c'est vendre des produits que tu ne possèdes pas. Ok. Donc, je te donne un exemple. Là, maintenant, on a envie de vendre ces micros-là Mhm. pour des entrepreneurs. On n'a pas besoin d'avoir un stock de 100 000 micros chez nous. Ok. Tu prends des photos de ce micro-là, tu les mets sur ton site internet. Une fois que le client entrepreneur achète ce micro-là, c'est à ce moment-là que le fournisseur, lui, envoie le micro au client. Toi, tu es l'intermédiaire. Tu es juste un intermédiaire, tu vois. Donc, c'est Mmh. comme ça que ça se passe de base. Ok. Tu es juste un intermédiaire. Et pour moi, c'est un peu un business du futur parce que avec les business physiques, ça se passe comment? Imaginons là maintenant, ok, on ne veut pas faire de dropshipping. On veut faire une boutique physique et Mhm. on veut vendre ça. Il faut que tu aies des stocks. Bien sûr. Donc là maintenant, il faut que tu en aies au moins 100 dans ton magasin. Pas que. Imaginons qu'il coûte 80, ça fait 100 fois 80, tu es déjà à 8 000 euros. Mm. Tu dois avoir ça, tu dois avoir le local, C'est tu ça. dois avoir des employés, Les taxes. les taxes, Tout et ça. tu dois mettre à jour ton local parce qu'il faut que ça soit beau, etc. Bref, pour moi, un business physique, il est très très dur en 2024 de mettre un business physique en place avec moins de 50 000 euros Mhm. de budget. Mhm. Le e-commerce, les business en ligne, avec 1 000 euros, tu te lances. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est Yeah. pour ça que je trouve que ça sera toujours plus avantageux. Après, l'objectif, c'est de se professionnaliser. Au Mhm. début, tu démarres avec du dropshipping et rien ne t'empêche par la suite de brander ton micro et là, de partir sur une marque. C'est ce que tu as fait par la C'est ce suite? que j'ai fait par la suite. Mais tu démarres d'abord. En fait, il faut toujours démarrer avec les moyens du bord. Ok. Parce que tu as beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Ils veulent que tout soit parfait tout de suite. Avant de se lancer même. Avant de se d'ailleurs. lancer. Mais un vrai entrepreneur va te dire que la perfection en business, ça n'existe pas. Tu te lances et tu te perfectionnes après. Ok. Et justement, c'est le problème aussi du cursus scolaire, c'est qu'on nous apprend toujours à avoir des meilleures notes. Il faut que Yeah. quand tu rentres le projet, il faut que tout soit parfait. Mhm. Du coup, c'est un truc qui va te sembler drôle, mais j'ai beaucoup plus de résultats avec des gens qui ne sortent pas d'école que des gens qui sortent d'école. Yeah. Parce que les gens qui sortent d'école, en fait, ils ont des idées déjà Bien bien structuré. structurées. Faut que ça soit cadré Faut que comme ça ça. soit carré, tu leur expliques des choses, ils disent mais non, mais ça tu fais comment? Mais non. Alors que quelqu'un qui n'est pas diplômé, qui a tout à apprendre, tu lui dis, il fait et il voit sur le tas. Mhm. Et du coup, bah, l'entrepreneuriat, c'est d'abord du bricolage avant tout. Ok. C'est comme ça que j'ai fonctionné et Ok. Et dès que j'ai ensuite, fait, je me suis lancé. ok. Et ensuite, du coup, tu as lancé le premier, les perruques, du coup, tu as fait 1400 en 24 heures. En La 24 suite. heures. La suite. Parce que là, pour l'instant, je suis sur des questions un peu liées à ton histoire. Bien sûr. Avant qu'on ne puisse commencer à sortir et à parler globalement de Ok. plein de sujets Bien sur sûr. lesquels plein de gens seront intéressés là. Ok. Du coup, tu fais 1400 en 24 heures. Après, next tape. Je fais 1400 en 24 heures. Après Next Step, franchement, je vois ça. Je regarde bah, mon ex-copine de l'école, je me dis. Ah, tu étais en couple à, Ouais, à j'étais ce en moment. couple à ce Ok. moment-là. Je me dis, t'as vu, si j'ai fait 1400 en 24 heures, je vais devenir riche. Là, c'est. Elle te C'est dit comme quoi à si ce j'ai moment-là? vu la lumière. Elle te dit quoi? Elle me dit, bah, let's go, hein, tu Mmh, vois. Et magnifique. c'est comme si j'ai vu la lumière j'ai passé une grosse période d'obscurité où j'avais perdu confiance en moi, chômage, pas beaucoup d'argent. Ma mère qui me dit, pourquoi tu trouves pas un travail? T'es comme ton père, vous voulez jamais travailler, vous voulez Mmh. toujours entreprendre. Toutes les portes étaient fermées. Ok. Et là, 1424 heures, la lumière, elle arrive. Je me dis, là, c'est l'opportunité de ta vie. Et qu'est-ce que tu fais avec tes Et là, 1400? et là, je fonce. Bah, là, je prends d'autres influenceuses, d'autres influenceurs. Suite à ça, j'essaye aussi à côté, j'essaye Facebook, j'essaye Google. Mhm. Pour faire de la publicité? Ouais, pour faire de la publicité. Donc là, je rentre dans des groupes Facebook. Donc j'arrive à rentrer dans des groupes Facebook des élèves de Yomi. Même Mhm. si moi, je n'avais pas pris sa formation, j'ai quand même réussi à magouiller. Ok. Je rentre dans des groupes. De là, bah, du coup, je rencontre d'autres personnes qui font du e-commerce.
Donc, du coup, je leur dis qu'est-ce qui marche? Est-ce que vous pouvez me conseiller des influenceurs? Donc là, d'autres personnes me conseillent des influenceurs. Donc là, je prends 2 influenceurs d'un coup. Une qui s'appelle Madi, une qui s'appelle Fidji. Et là, c'est plus mes premiers 1400 en 24 heures. Là, on est sur du 10 000 euros en 24 heures. Non. Et là, on est déjà en octobre. Octobre 2000 combien, Ouais, là? octobre 2018. 18. Ouais, octobre Ok. 2018. Donc là, je fais 10 000 en 24 heures. Bon, la marge, elle est peut-être de 4 000 euros, mais t'imagines, Ok. j'avais jamais vu mon compte en banque dépasser les 4 000 euros. C'est vrai, c'est Là, vrai. boum, je passe au stade de voir mon compte en banque dépasser les 4 000 euros et je réinvestis mon argent. Je réinvestis, je réinvestis, je réinvestis. Et à ce moment-là, honnêtement, j'étais tellement heureux d'avoir rencontré, avoir eu des vidéos. Comme je t'ai dit, j'ai eu une vidéo où j'ai regardé comment se lancer. J'ai eu un groupe Facebook qui m'a accueilli et je me suis dit, mais en vrai, j'ai galéré toute ma vie, mais si j'avais vu ce type de groupe plus tôt, ma vie aurait changé beaucoup Beaucoup plus plus tôt. tôt. Du coup, je me suis dit, moi aussi, je vais créer un groupe Facebook. Donc, c'est là d'où vient, en octobre 2018, mon premier groupe, King of Shopify. Ok. King of Shopify, je crée un groupe Facebook et dedans, je donne des tips. Je dis aux gens, il y a 2 mois, je touchais mon dernier chômage. Et là, aujourd'hui, je fais du e-commerce. Je donnais que des tips gratuits. Ok. Gratuits. J'ai fait peut-être ça pendant presque un an. Presque un an. Je donnais des tips gratuits. Vraiment, tu vendais rien, juste Je partager. vendais rien. Je donnais des tips gratuits. Je donnais des tips gratuits. Jusqu'au jour où, un jour, j'ai fait un événement. J'ai fait un mini-événement. Il y avait des gens de mon groupe Facebook. J'ai dit, ça vous dit qu'on va manger, on va boire un verre au paradis du fruit. On est 30. Mhm. Mais on est 30. Et je vois leur manière de me regarder. Mais j'avais jamais vu des gens me regarder comme ça. Tu sais, moi, de base, j'étais le mec. J'étais pas ce mec-là. Ok. Tu vois, j'étais un gars qui n'arrivait à rien faire. J'étais un mec où tous les gens se moquaient, qui a toujours des idées et qui floppe à chaque fois. Et là, je vois pendant ce meeting que quand je parle, les gens m'écoutent, ils secouent la tête quand je parle. Ils plissent un peu les yeux. Je vois qu'ils sont concentrés. Et j'avais jamais ressenti ça de ma vie. Et tu as des gens qui me disent, Marcus, est-ce que tu vends des formations? Hmm. Je dis, bah non. Non, j'en vends pas. De base, c'est juste un groupe gratuit que je donne, j'en vends pas. Et ils disent, bah tu serais bête parce que moi, il y a un autre coach qui m'a proposé d'acheter 3000, mais en vrai, je préfère acheter chez toi. Chez toi, parce que j'ai Parce confiance. que j'ai confiance, je suis sur ton groupe Facebook depuis 8 mois, etc. Et donc de là, je fais ma première session d'ouverture de coaching. Donc là, à l'époque, j'avais encore que 800 abonnés sur Instagram, mais c'était bien concentré parce que c'était 800 qui me suivaient par rapport à Facebook. Et donc, c'est de là qu'a commencé. Le lendemain, je dis, je vais ouvrir des coachings pour la première fois. Et il faut savoir que j'avais mon groupe Facebook depuis octobre. J'ai ouvert ma première séance coaching en juin 2019. Ok. Donc, presque 8-9 mois après. Ouais. Et donc là, c'est là que ça part. Hein. Je dis, écoute, c'est ouvert, c'est 2500 euros. L'accompagnement. Ouais. C'était des accompagnements de groupe ou personnalisés? Ouais, personnalisé. Ok. Donc de là, les coachings démarrent. J'avais ouvert à 10 personnes pour 2500. J'ai verrouillé ça en 20 minutes. Waouh. 20 minutes, je vois, j'ai fait 25 000 euros en 20 minutes. Je dis à mon associé d'époque, mais c'est incroyable. Et donc c'est là où j'ai commencé à faire les deux. C'est là où Ok. j'ai commencé à faire les deux. Après un an, j'ai commencé aussi à vendre des formations et vendre des accompagnements. Ok. Et tout ce temps-là, je donnais bénévolement. En fait, j'avais un peu de syndrome de l'imposteur. Ok. J'estimais que j'ai pas fait assez de chiffres Pour pouvoir vendre. Vendre. Ok. Genre, il y a 2 mois, j'étais au chômage et là, aujourd'hui, je vais aller facturer des gens qui étaient dans la même situation que moi à l'époque, qui demandent juste des conseils. Donc, au début, je donnais des conseils. J'avais mon groupe Facebook. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, le groupe, il a pris d'ampleur. On est déjà presque 5000 dessus. Ok. Je suis blindé de messages tous les jours et les gens me disent, Marcus, Groupe Facebook. Exactement. Ok. Du coup, les gens, là, actuellement, mon groupe Facebook, il doit être à 20 000 membres. Bon. Mais il est à l'abandon depuis 2020. Plus personne n'est sur Facebook. Ouais. Donc, Sauf les gens en Afrique. Exactement, c'est ça. Ok, incroyable. Ouais, ça me parle beaucoup, le parcours. Par contre, il y a un truc maintenant qui m'intrigue dans tout ça. Quand tu fais tout ça, tu commences à générer de l'argent parce que tu as vu que c'est possible de faire de l'argent avec du e-commerce, du dropshipping. Tu as commencé à coacher d'autres personnes à côté. Mais aujourd'hui, on est dans un écosystème où le e-commerce est un peu... Tout ce qui est formation en ligne, d'ailleurs, c'est mal vu. Dans le sens où même moi j'ai mon programme d'accompagnement où j'accompagne les gens sur tout ce qui est business, lancer des business en ligne, les créations de contenu, ainsi de suite. Mais il y a un mythe, il y a quelque chose qu'on dit. On dit, est-ce que ces gens-là gagnent de l'argent
parce qu'ils font vraiment de l'argent avec leur business ou est-ce qu'ils gagnent de l'argent parce qu'ils vous vendent comment gagner de l'argent? Ok. C'est quoi ta philosophie par rapport à cela? Est-ce que tu reçois aussi des messages du genre comme ça et comment tu te positionnes toi en tant que vendeur de formation aussi par rapport à cela? Bah, en vrai, il faut savoir que déjà, c'est une mentalité purement francophone. Ok. Parce qu'aux États-Unis, c'est pas comme ça. Tu as une expertise, c'est normal de la vendre. Mhm. Parce que c'est des anglophones, ils ont cette mentale très entrepreneuriat. Et c'est en France où c'est tabou. Mais du coup, je peux comprendre. Parce que moi aussi, je me posais une question. C'est que je me disais, quand je voyais des vidéos des gens sur YouTube, je me disais, mais pourquoi ils font ça? Tu Mhm. vois, genre, c'est vrai, tu te poses cette question. Mais après, il faut savoir que on est dans un monde où tout fonctionne avec de l'argent. Pour être transparent avec toi, ça veut dire, moi, là, sur mon téléphone, je peux sortir une boutique où je peux te montrer, hier, on a fait 10 000 euros. Ok. Mais après, en fait, à partir du moment où tu as une expertise, Mhm. tu peux pas constamment donner gratuitement. Yeah. Tu vois, tu peux pas constamment donner gratuitement. Tu es obligé de monétiser ton expérience. Tu vois, là, par exemple, je te montre une boutique. Et là, hier, on a Mhm. fait 4 000 euros. Ok. Enfin, non, là, on est aujourd'hui. Si je te mets hier, on est à 8 000 euros. C'est Ok. réel. C'est une boutique que je peux te montrer. Tu vois, Ok. c'est réel. Donc, je pratique toujours l'activité. Mhm. Mais au bout d'un moment, en fait, la demande était tellement grande que je me suis dit, bah, pourquoi laisser cet argent-là sur la table? En Ok. vrai de vrai, c'est de l'argent qui... Toi, du coup, de ton côté, entre vendre des formations et faire du e-commerce, quelle est ta plus grande source de revenus du coup entre les deux? Pour être transparent avec toi, Mm. là, récemment, et encore plus, et je vais te montrer, je vais te dire même quelque chose, là, récemment, depuis cet été, Mhm. là, cet été, j'ai fait un plus gros mois avec les accompagnements qu'avec le e-commerce. Mm. Là, récemment, ça a pris la balance, là, récemment, en plus. Ok. Et c'est marrant parce que, justement, à une époque, enfin, toi qui me suis depuis un petit moment, tu as vu que j'ai pris un tournant en termes de communication. Yeah. À la base, j'étais vraiment quelqu'un qui faisait uniquement des vidéos où je donnais de la valeur aux gens. Mhm. Je donnais de la valeur, j'étais là dans ma chambre ou dans des studios podcast à donner de la valeur. Yeah. Sauf que je voyais de plus en plus de commentaires de gens à dire, mais regardez-moi cet imposteur, Mhm. il est toujours dans son salon, C'est vrai. il est toujours là. Du coup, les gens sont énormes. Regardez, c'est sûr qu'il n'a pas d'argent. Donc j'ai dit, ah ok. Mm. Ok. Du coup, tu es sorti sur le terrain. Du coup, je suis venu sur le terrain. Je me suis dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi, j'étais vraiment quelqu'un de très pudique sur mon argent. Yeah, ça, c'est un sujet vois qui va revenir tout de suite, sur lequel on va Exactement. discuter. Parce que quand on voit les voitures, c'est quoi les couleurs violettes qui Exactement. sont alignées, qui se ça. suivent, des meufs par-ci, par-là. Exactement. Du coup, il y a forcément une question que je me pose. Quelqu'un qui vient du continent, entre guillemets, qui est originaire du continent. Forcément, il y a un peu de pudeur parce que moi, personnellement, même si je fais des gros chiffres, Mhm. parfois j'ai peur de... J'ai jamais osé dire combien je gagne directement. Mhm. Pas parce que je suis pas ouvert d'esprit. Mhm. Si, je suis assez ouvert d'esprit. Mais quand tu viens de l'Afrique, que tu dis par exemple dans une vidéo, ouais, hier j'ai fait 25 000 au lancement de ma formation, forcément tous les cousins du village commencent à t'appeler. Ah ouais, t'as fait 25 000, est-ce que je peux avoir 500, est-ce que... Du coup, tu commences à être appelé de partout. C'est ça. Maintenant, comment tu fais pour passer de africain qui est originaire du continent à pouvoir exposer autant, entre guillemets, ta richesse, entre guillemets, je vais dire comme ça, les voitures, Mhm. les hôtels de luxe et tout ça. Comment tu as eu ce décalage-là et quelle est la philosophie derrière? Honnêtement, bah, comme je t'ai dit de base, c'était juste pour faire taire les commentaires. Parce Ok. que de base, moi, j'étais très pudique sur Internet. Il y a très peu de gens qui le savent, mais je me suis vraiment mis à fond sur les réseaux en 2023. Ok. Avant ça, j'avais juste Instagram, j'avais pas de chaîne YouTube, je faisais pas de réelle motivation. J'avais juste mon groupe Facebook. Mhm. Donc j'étais quelqu'un de connu en interne, mais j'étais pas mainstream comme aujourd'hui. Ok. Et en fait, ce qui a fait le déclic, pourtant j'avais déjà une Ferrari, j'avais déjà ma Lamborghini, j'étais déjà bien. Mais en fait, c'était les commentaires de gens qui étaient sceptiques sur ma personne, qui remettaient en doute ma légitimité. Mhm. Et sur le fait, je me suis dit, ok, c'est quoi? Je vais tout montrer maintenant. Mhm. Et j'ai commencé à tout montrer. Après, en ce qui concerne tout ce qui est famille, moi, ça fait quand même déjà depuis 2020. Ça fait déjà depuis 2020 que tout le monde sait un peu que je gagne très bien ma vie. Ok. Donc après, ils savent que... Après, moi, je suis vraiment quelqu'un, je vais pas te mentir, je suis vraiment quelqu'un qui fait des choses quand j'ai envie de le faire. Ok. Donc les gens savent qu'il faut pas trop me relancer. Mhm. Enfin, Après, tu as de la chance aussi. Tu n'as Ouais. pas connu trop
le ça. continent. J'ai pas trop Parce que quand tu es né et grandi au continent, tu connais 40 ou même 200 personnes dans un même quartier. Tu connais tout le monde. Tu connais le prénom de tout le monde. Alors que quand tu es né ici, les communautés sont un peu fermées quand même. Exactement. Donc ça va. C'est ça. Et puis, exactement. Ça veut dire, étant donné que j'allais là-bas uniquement en vacances, etc. Donc, j'ai des cousins, hein, franchement, j'en vois de temps en temps. Mais c'est vraiment bon. Si on me demande de temps en temps, ça m'arrive. Okay. Mais entre guillemets, j'aime bien que les choses viennent de moi. Donc, les gens ont très vite compris que lui, en vrai, ça sert à rien de redanser. Il fait les choses quand il a envie de faire. D'un jour, je suis de bonne humeur, je peux te dire, envoie ton RIB. Je t'envoie 1000 euros. Tu vois, la dernière fois, là, je suis en France, j'étais chez ma tante. Je lui ai fait une surprise, j'ai dit Tata, je suis en bas de chez toi, boum, je suis arrivé, hop, je lui ai donné et je suis resté 1 heure chez elle. Okay. Mais en fait, je pars du principe que c'est un peu con ce que je vais te dire, mais moi, quand j'avais mes galères d'argent, j'ai été pleurer chez personne. En fait, on est dans une vie où tu as 2 choix. Soit tu pleures, soit tu t'agis. Moi, quand je vivais de racisme, quand j'avais des problèmes d'argent, j'ai décidé de ne pas déranger ma mère. J'aurais pu appeler mes tantes, mes trucs. Oui, je suis étudiant et j'ai besoin, là, ce mois-ci, c'est dur, j'ai besoin de 100 euros. J'étais en position. Il y a des mois, vraiment, il y a des mois, quand je travaillais à Domino's, parce que mon frigo était vide, je partais avec des pizzas de chez Domino's parce que j'avais fini ma paye et j'avais plus de droit au découvert comme j'étais interdit Banque de France. Moi, j'ai toujours trouvé des solutions à mes problèmes. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui aime qu'on vienne pleurnicher dans mes oreilles. Parce qu'en fait, c'est pas comme ça que tu vas t'en sortir. Bien sûr. Si tu prends cette habitude, et c'est ça en fait le problème avec des fois des gens de notre communauté, c'est que quand tu prends trop l'habitude d'être quelqu'un qui quémande, tu vas jamais avoir ce réflexe de faire. C'est ça. Parce que quand tu as un problème, au lieu de trouver une solution à tes problèmes, tu vas dire « Ah, mais je connais quelqu'un qui peut m'aider. » Tu cherches toujours à compter sur des gens, quoi. C'est ça. Sauf que moi, ce qui a fait que j'en arrive là où j'en suis, c'était que même si je connaissais des gens, il y a des gens dans ma famille qui ont des moyens, qui auraient pu m'aider, qui auraient pu m'envoyer 100 euros. Non, je trouve des solutions à mes problèmes. Okay. Donc même quand j'étais pas vraiment dos au mur, j'agissais comme si j'étais dos au mur. Okay. Et du coup, je trouvais des solutions et c'est ce qui a fait que j'en suis là. Ok, très inspirant quand même. Maintenant, quand on parle de voiture, le fait que maintenant, tu m'as dit que depuis que tu as commencé à changer ta stratégie de communication du coup sur les réseaux, tu as fait plus de ventes entre guillemets à travers les formations parce qu'il y a eu plus de crédibilité du coup, j'imagine. Ok. Maintenant, au-delà de ça, au-delà des voitures, il y a aussi les meufs. Dans les vidéos YouTube, on met un peu en avant. C'est quoi l'idée derrière? Est-ce que c'est parce que ça, c'est juste le kiff personnel, on se fait plaisir? Ou est-ce que ça aussi, ça permet, entre guillemets, d'attirer une sorte d'audience pour pouvoir convertir? Honnêtement, ça, pour être transparent avec toi, on va dire que ça m'est tombé dessus. Hein. C'est-à-dire? En gros, il y a plein de filles. Par exemple, là, j'ai fait une vidéo avec Léa Marie. C'était une fille que j'ai rencontrée quand j'habitais à Miami. D'accord. Donc, en gros, pour être transparent avec toi, là, c'est 8 derniers mois, je me suis calmé, je bois plus d'alcool, je fume plus. Mais de base, j'ai bien profité de mon argent. D'accord. J'étais beaucoup dehors, j'étais à Miami, j'étais dans les ambiances, j'étais dans les fêtes. Ça veut dire, quand je monte des trucs sur Internet, je surjoue pas en vrai, c'est ma vie. Ça veut dire, là où on voyait beaucoup de femmes autour de moi, c'est parce que j'allais tellement en boîte que quand tu sors en boîte, il y a des femmes, etc., etc. Donc, pour être transparent avec toi, ça, j'étais pas trop dans le calcul. Okay. C'est plus montrer ma vie telle qu'elle est. Je suis vraiment quelqu'un de transparent où en général je montre les choses telles qu'elles sont et c'est vrai que en fait quand j'ai eu mes premières sommes d'argent, en plus malheureusement pas longtemps après j'ai cassé avec mon ex avec qui je m'étais lancé, on s'est séparés. Vous êtes séparés quand tu es devenu riche? Enfin, juste avant, dis-toi. Juste avant? Genre, Dieu a fait les choses bizarrement. J'ai connu ça. T'as vu? Genre, Dieu a fait les choses bizarrement, mais en gros, c'était en 2018. Je faisais des 1000 euros, 2000 euros, mais ça explosait pas de fou. Et peut-être 2 semaines après qu'elle soit partie, je fais ma première semaine à 20 000 euros. Ok. Alors qu'avant ça, j'avais jamais fait ça. Donc là, boum, mon business, il explose. Et je me retrouve célibataire. Avec plein de sous. Avec énormément d'argent. Et c'est là où tu vois un peu le changement de traitement, les types de filles qui t'abordent, Donc, je me suis un peu perdu pendant un long moment dans tout ça. Puis là, récemment, on va dire que je suis revenu... Depuis après ça, d'ailleurs, justement, c'est une belle question qui vient là. Depuis après ça, tu t'es mis en couple? Je me suis remis en couple pendant presque 2 ans et demi, 3 ans presque, de mars 2020 à là, début 2023. Ok. Donc, j'étais en couple, mais on va dire que j'ai fait, j'ai fait toute mon année 2019 seul. Donc, j'ai fait une longue année avec de l'argent et en étant célibataire. C'est sympa?
Ouais, c'est cool, hein. Ouais, c'est très sympa, hein. Ok. Franchement, c'est très, très sympa. Pour un jeune entrepreneur qui nous regarde et qui suit cette vidéo, est-ce que tu lui conseilles, pour un jeune qui veut réussir, entre Mhm. guillemets, qui veut se battre, qui veut devenir millionnaire, faire des sous, sortir de la galère, ainsi de suite, est-ce que tu lui conseilles d'être en couple ou pas? Quelle est ta vision par rapport à cela? Moi, je ne conseillerais pas d'être en couple. Pourquoi? Honnêtement, enfin, ouais, non, je ne conseillerais pas. Parce que, en fait, ça dépend. Ça dépend quelle est ta relation avec ta compagne. Mais pour ma part, je trouve que enfin, être célibataire, enfin, ça dépend. Vas-y. En fait, tout dépend. Parce que, en fait, je suis un peu mitigé dans le sens où j'ai fait mes premiers sous quand j'étais avec mon ex, mon Mhm. ex-compagne. Mais c'est vrai que à chaque fois que j'ai eu une rupture, j'ai explosé financièrement. Que ce soit là, ma dernière rupture ou ma rupture en 2018. À chaque fois que j'ai eu une rupture, mes revenus sont passés de là à là. Cela est dû à quoi selon toi? Parce qu'en fait, quand tu es vraiment amoureux, après tout dépend des hommes comme ils sont, mais quand tu es vraiment amoureux, tu vas toujours préférer rester plus longtemps au lit qu'aller travailler. C'est ça. Alors que quand tu es tout seul, tu te réveilles, tu es tout seul dans ton lit, tu vas pas rester longtemps au lit, hein. Tu te lèves, boum, tu es actif. Et c'est vrai que moi, à chaque fois que c'est pas forcément le fait que la personne te tire vers le bas, c'est toi en fait, tu te dévoues à ta personne. C'est ça C'est être en ça. couple. C'est ça. C'est ne plus être égoïste, Mhm. c'est Faire des concessions. faire des concessions, devoir donner du temps à ton partenaire. C'est ça. Tu vois, c'est ça être en T'as couple. pas trop cette rage aussi, d'après ce qu'on dit. Parce Exactement. que j'ai connu les deux, entre guillemets, les deux facettes. Une période où tu es en couple, une période où tu n'es pas en couple. Pareil, j'ai connu à peu près la même chose que toi. Quand je me suis séparé de mon ex, quelques mois plus tard, mes revenus ont explosé. Je commençais à rouler dans une Merco, une AMG. Je me disais, waouh, mais pourtant, quand il était là, j'étais toujours dans ma voiture éclatée qui Mhm. fumait derrière, tu vois. Ouais. Et donc, tu te dis, quand tu es célibataire, tu as un autre but qui s'ajoute. Parce que Mhm. une fois, j'ai fait une vidéo, j'ai raconté que nous, les hommes, on court après deux choses dans la vie. Mhm. Tu vois, c'est soit les femmes, Mhm. soit la réussite, l'argent, le succès, tu vois, la fame et tout ça. Maintenant, quand un homme, il est avec une meuf, bah, du coup, ce côté-là, il est fermé. Parce que il va plus agir en mode si un jour je pourrais avoir ça. Il n'y a plus de si un jour. Ouais. Il a déjà ça à la maison. Ouais. Donc son objectif, c'est soit il trouve la motivation nécessaire pour aller chercher l'argent, soit il a rien. Maintenant, si un homme il est célibataire, bah, du coup, ses objectifs sont divisés par ces deux-là. Mhm. Donc parfois, il va faire des actions pour impressionner les meufs. Et du coup, il sait qu'il a besoin d'argent pour aller impressionner. Donc il va travailler plus dur. Ouais, c'est vrai. Et du coup, parfois, il va faire des choses pour bâtir son indépendance financière. Il y a des avantages tout comme des inconvénients parce que si un homme, il a trouvé du coup sa partenaire et que sa partenaire le pousse vraiment vers le haut Mhm. et qu'elle est vraiment dans son mindset, c'est elle qui va le réveiller de se lever plus tôt du lit, tu vois. Exactement. Maintenant, mais si c'est l'inverse, c'est que elle est là, elle demande à ce que vous allez promener le chien, des trucs comme ça, forcément, ça va éteindre un peu cette ambition que tu as de l'autre côté aussi. Donc ça, c'est un peu ma philosophie. Donc c'est assez facultatif. Est-ce qu'il faut être en couple ou célibataire? Ça dépend De la avec per- qui tu es. Avec qui tu es. C'est Ouais. exactement sur ça que j'ai hésité au départ. Mhm. Parce que tout dépend en fait du type de partenaire que tu as. Tu as des partenaires qui vont vraiment être très compréhensifs, Mhm. qui vont vraiment te dire hey, lève-toi, reste pas au lit, va travailler. Non, mais tu peux aller à ce rendez-vous business, moi je m'en fous. Et tu peux tomber sur une partenaire qui dit mais tu sors tout le temps, Yeah. mes trucs, mais Yeah. tu travailles encore, mais on devrait regarder un film et qui te met la pression. Ah, mais là, tu as dépensé 1000 euros, mais on aurait pu partir en vacances avec cet argent, tu vois, qui. Ça veut dire, en fait, c'est pour ça que moi, je conseillerais ouais, d'être seul. Parce que quand tu es seul, tu peux vraiment être égoïste. Tu vois, tu peux vraiment. Il y a un petit danger dans Tu ça peux aussi. penser que à toi. Yeah. Est-ce que c'est plus facile d'être en couple quand on est riche ou célibataire? Ou plutôt quand on est pauvre. C'est-à-dire, est-ce que le fait d'être riche aujourd'hui, Mhm. de gagner suffisamment d'argent, est-ce que c'est pas difficile de trouver l'amour? Si, c'est quand même dit. C'est pas. En fait, c'est pas difficile de trouver des femmes, mais c'est difficile de trouver l'amour. Ouais, c'est tu ce que vois. je dis. Donc ouais, c'est difficile parce que, en fait, non, c'est même pas ça le problème. C'est pas que c'est difficile, c'est que trouver une femme tout court quand tu es entrepreneur, c'est difficile. Parce que déjà, tu bosses chez toi, tu Mhm. rencontres de moins en moins de monde, Yeah. si tu commences à être fermé du monde, et ça veut dire, les endroits où tu sors, c'est limite malsain. Parce que, par exemple, j'en parlais avec mon petit frère, c'est normal que tu vas tomber sur des meufs bizarres quand tu sors que en boîte, et ton seul endroit de rencontrer des femmes, c'est en boîte. Mhm. Tu comprends? Donc, tu attires des personnes dans les endroits dans lesquels tu fréquentes. C'est ça. Donc en fait, je pense que beaucoup d'entrepreneurs entrepreneurs riches, ont du mal à trouver la bonne personne aussi parce qu'ils fréquentent pas les bons lieux aussi.
Ouais, parce qu'ils fréquentent des lieux uniquement en fonction de leur rythme. C'est Je ça. travaille chez moi, c'est le soir, je vais en boîte de nuit là-bas, on va frimer un peu d'argent, mais forcément, les meufs que tu rencontres dans le frimer l'argent, c'est pas forcément des meufs qui ont plein d'amour à l'intérieur à donner, tu vois. Ils ont plein d'argent à prendre, C'est ça. pas forcément plein d'amour à donner. Exactement. Du coup, c'est pas une contrainte, c'est pas quelque chose qui te fait peur un jour, par exemple. Est-ce que tu te dis pas, ok, là, je fais plein de sous, mais comment tu fais un jour si tu as envie de te poser, de fonder une famille, ou bien c'est pas un projet forcément que tu as dans la tête? Là, t'as Non, quel âge aujourd'hui? moi, j'ai 29. 29. Donc, Ok. si, c'est un projet que j'ai en tête, mais je ne me mets pas trop la pression. Et puis, si, c'est difficile, mais franchement, en fait, je suis parti du principe, je me posais beaucoup cette question-là au départ. Ok. Ça, c'était vraiment une question qui me trottait en 2019 parce que je voyais, genre, le type de fille que je gérais en 2019 n'avait rien à voir avec ce que j'avais géré toute ma vie auparavant. Ok. Donc, j'avais bien compris que le facteur financier jouait là-dedans. Maintenant, entre guillemets, actuellement, je me pose plus la question. Ok. Parce qu'en fait, je pars du principe que tout le monde, en fait, on est dans un monde, il faut être réaliste, tout le monde est avec quelqu'un pour quelque chose. Bien Tu sûr. comprends? Si tu fais une vidéo avec quelqu'un, c'est peut-être parce qu'une personne peut t'apporter quelque chose ou son parcours t'intéresse. Si tu es ami avec quelqu'un, c'est parce qu'il te fait rire. Si tu t'arrêtes sur une fille, c'est peut-être parce que son physique d'abord t'intéresse et après son caractère. Tu vois? Ça veut dire, moi, je pars du principe, peut-être qu'une fille, elle s'est retournée vers toi parce que tu es bien sapé et parce que tu as une belle voiture. Mais ce qui va faire que vous allez vraiment matcher, c'est la connexion. Et une connexion, ça se fake pas. Tu comprends? Ça veut dire, je pars du principe que oui, peut-être que le premier facteur, c'est sûr. Une fille va forcément plus te regarder si j'ai une voiture violette, un Brabus intérieur Hermès, que si j'étais avec ma 207. Effectivement. Maintenant, ce qui va faire qu'il y a vraiment une vraie connexion, une vraie alchimie, bah ça pour moi, ça s'invente pas. Ok. Donc en fait, je suis vraiment arrivé sur un stade où Tu te poses plus la question, quoi. je me pose plus la question. C'est s'il y a une connexion, on y va. S'il n'y en a pas, on n'y va pas. Ok. Parce qu'on se pose beaucoup cette question-là, mais je te donne un exemple. C'est pareil pour nous, les hommes. Je te donne un exemple. Tu vas pas forcément te retourner vers une femme si elle te plaît pas physiquement. Du coup, c'est juste un caractère physique. Ou je te donne un exemple, tu vas voir une femme qui est très belle et elle va te sourire, elle a pas de dents. D'un coup, ça va te déchauffer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on a tous ce premier critère qui fait que tu as envie de creuser. Ok. Et une fois que tu as creusé, là, tu vas trouver quelque chose qui t'intéresse. Il y a le premier facteur qui captive l'attention, du coup. C'est ça. Donc, il faut pas se... Moi, je trouve il faut pas se prendre trop la tête avec quel est le premier facteur qui n'aime pas les belles choses. En vrai. C'est ça qu'il faut se dire. J'ai vu une citation. Hier, j'ai publié une vidéo sur l'argent et le bonheur. Et puis, je disais, est-ce que l'argent fait pas le bonheur ou est-ce que l'argent fait le bonheur? Et puis, il y a quelqu'un qui a commandé, l'argent qui ne fait pas le bonheur, c'est des faux billets. Ouais, C'était courant. Ok. Mais aujourd'hui, du coup, what's next? Je fais du business, ainsi de suite. D'abord, il y a d'abord une petite question que j'aimerais te demander, c'est par rapport à ta capacité à préparer, entre guillemets, le plus tard, tu vois. Parce qu'on sait, il y a eu plein d'entrepreneurs qui ont eu le boom, parce que les réseaux, c'est ça. Aujourd'hui, tu es sur les réseaux, tu fais du business, ainsi de suite. Supposons tout ce qui est business ou formation, aujourd'hui, tu es au top, tu vas vendre énormément, et puis plus tard, un jour, ce ne sera pas toi, tu vas devoir laisser la place à quelqu'un. Comment tu fais pour préparer le plus tard? En fait, le plus tard, je le prépare en... Parce que tu frimes quand même beaucoup, tu claques quand même beaucoup d'argent. Envoyer ta voiture, entre guillemets, t'as envoyé ta voiture de Dubaï en France, aller-retour ou juste l'aller? Aller-retour. Aller-retour. Ouais. J'ai vu dans ta vidéo, ça a coûté autour de 30... 60 000 euros. Ouais. 60 000 euros, aller-retour. Ouais, pour les deux. Ouais. Ok, juste envoyer la voiture et la ramener. Ça Ouais. coûte le prix d'une voiture ici sur place. Exactement. Du coup, tu claques beaucoup d'argent en même temps. Exactement. Mais comment tu fais pour préparer le plus tard? En fait, déjà, il faut savoir que moi, pour être transparent avec toi, et là, vu qu'on est dans le terre-terre, moi, je vois pas ça comme une dépense, c'est d'investissement. Ok. Tu as des entrepreneurs, ils vont mettre 50 000 euros dans des ads. Mhm. Mes voitures, c'est mes ads. C'est la pub. Et c'est de l'ads naturel. Hmm. Tu vois, tu passes moins pour un forceur qu'un mec qui dépense 50 000 euros dans des pubs et on voit sa tête tous les jours. Les clients ne peuvent plus te voir parce qu'ils te voient en pub. C'est Donc, vrai. ça veut dire, moi, je vois ça comme du marketing naturel. Ok. Et la preuve, j'ai fait mon plus gros mois. Donc, c'est que mon marketing, il fonctionne. C'est Ça vrai. veut dire, moi, je vois plus ça comme des frais marketing. Et Ok. d'ailleurs, j'ai des comptes en frais marketing dans mon entreprise. Mes associés savent que ils disent, ouais, mais tu t'es fait kiffer en même temps. Ouais, mais je suis l'image de la boîte. Dans tous les cas, c'est des frais marketing. Si j'avais pas fait ça, on n'aurait pas fait autant d'argent. Ok. Donc, ça. Mais ma capacité à avoir le futur, c'est que j'essaye de faire des business qui se valorisent. Ok. Donc, par exemple, bah, j'ai ma marque. Mhm. Ma marque, c'est un business qui génère de l'argent tous les jours, mais que je pourrais revendre.
Plus tard. Plus tard. Ok. Je fais aussi pas mal d'applications. Là, j'ai une application la plus connue, c'est Copify. C'est une application pour les gens qui font du e-commerce qui leur permet de trouver des produits. Bah, ça, c'est une application. On nous a déjà proposé une revente à 7 chiffres. On a dit non et on attend des plus grosses propositions. Ça, c'est un business encore que je vais revendre. Donc, en fait, contrairement à certaines personnes, moi, je reste quand même dans le dur. Business, ok. Je fonde pas 90% de mon business sur la vente de formation. Ok. Ça, comme tu as dit, la vente de formation, tu dépends uniquement de l'algorithme. Aujourd'hui, c'est toi. Demain, c'est plus toi. Donc, moi, ça, je l'ai compris très vite. Moi, franchement, je vois le business de la formation et du coaching comme un plus. À côté de ça, j'ai mes marques, j'ai mes applications et j'ai plein de nouvelles applications. J'ai peut-être 5 applications qui arrivent encore. Donc, moi, je vois plus ma vie en avoir des business qui se valorisent et bien sûr, continuer à inspirer les autres. Parce que ça, c'était vraiment un de mes objectifs au départ. Pour être transparent avec toi, c'était même pas l'argent. Parce qu'en soi, je voulais juste être confortable. Mais si tu m'avais dit que je finirais aussi confortable qu'aujourd'hui, j'aurais jamais cru, pour être transparent avec toi. Je savais que j'allais finir bien, mais pas autant. Mais mon objectif, ça a toujours été d'inspirer les miens. Tu vois, c'était pas forcément une question de couleur. Inspirer des personnes qui viennent du même milieu que moi, je viens. Et leur dire que tout est possible à celui qui croit. Il faut juste se battre et que oui, la vie, elle est injuste. Oui, il y a du racisme en France. Oui, c'est vrai que c'est injuste que nos parents nous disent qu'on doit travailler 2 fois plus. Oui, c'est vrai, c'est injuste. Mais une fois que tu le sais, tu fais quoi? Tu travailles. Ça veut dire, moi, je voulais juste être cette personne-là et je suis content parce que je suis vraiment devenu la personne que je voulais être. Être cette personne qui inspire les autres à faire ce que les gens pensent qu'ils ne sont pas capables de faire. C'était ça. Magnifique. C'est inspirant. Tu es quand même plutôt inspirant. Merci. Pour un businessman. Merci. Non, c'est assez inspirant. Et aujourd'hui, du coup, est-ce que tu investis un peu dans tout ce qui est immobilier et tout ça? Parce que de tous les business qu'il y a, ça, c'est des business les plus sûrs qui puissent exister. Tu sais que si tu mets 100 euros dans l'immobilier, tu sais que tu pourras récupérer 150 euros de façon sûre avec l'inflation et tout ça. Est-ce que tu investis un peu dans l'immobilier et tout ce qui va avec? Exactement ça. J'ai 2 biens immobiliers. Après, en France ou à Dubaï? J'en ai un à Dubaï et un au Maroc. Au Maroc, tu as investi au Maroc? À où ça? Stylé. Donc là, j'ai pour objectif, là, cette année, d'en prendre beaucoup plus. Après, il faut vraiment que à Dubaï, je mette au clair ma paperasse, dans le sens où, en fait, il faut savoir que quand tu es entrepreneur, c'est très compliqué d'avoir des crédits. Que ce soit en France ou même à l'étranger. Partout. Par contre, il y a des solutions. Tu peux te mettre en tant qu'employé, te faire des fiches de paye. Sauf qu'à chaque fois, ça, j'ai la flemme. Et du coup, c'est compliqué pour un entrepreneur de lever des fonds. Si t'as pas, c'est ça. Et franchement, faut être, je vais pas dire débile, mais faut être fou pour prendre 500 000 euros et acheter un bien cash. Un cash, ouais. Tu vois. C'est déconseillé d'ailleurs. C'est déconseillé, tu vois. Donc là, cette année, mon objectif, c'est mettre au clair ma paperasse. Et là, je pourrais prendre des biens en crédit. Et là, du coup, je peux investir, je sais pas, même un apport de 100 000, 200 000 pour prendre des gros biens. Et là, derrière, faire des leviers. C'est pour ça que jusqu'à présent, je ne prenais pas de biens immobiliers parce qu'en fait, j'avais ce problème-là du crédit. Et même si j'avais des fonds, je ne vais pas mettre 300 000 euros en cash dans un bien. Donc là, c'est quelque chose que je suis en train de voir pour cette année. Après, là, je vais commencer à voir un peu pour entreprendre en Afrique. Aussi, voir aussi un peu. J'ai aussi une agence de location de voitures. Donc, je mets des voitures à louer. Où ça, à Dubaï? À Dubaï. Donc, il y a très peu de gens qui le savent aussi, encore une fois. C'est que de base, j'ai un Lamborghini, j'ai un Brabus et j'ai un GLE. Jusqu'à maintenant, là? Ouais. C'est les voitures que j'ai ramenées en France, sauf chez Lamborghini que j'ai pas pris. Sauf que ce que les gens savent pas, c'est qu'à Dubaï, je roule même pas avec, je les mets à louer. Ils sont en location là-bas. Ils sont en location. De temps en temps, quand j'en ai besoin, mais qui a besoin de 3 voitures devant sa maison? Personne. Donc, le reste du temps, ils sont en location. Et quand j'en ai besoin, j'appelle un de mes associés, Nathan. Allô, Nathan, est-ce que GLE il est disponible? Aujourd'hui, j'ai un date avec une meuf. Il faut que j'aille la chercher en voiture. Elle me dit oui, c'est dispo. Boum, j'ai mes voitures. Donc, en fait, sur les réseaux, tu peux faire croire ce que tu veux, mais les gens ne savent pas vraiment ce que tu fais dans la réalité aussi. Dans la réalité. Donc, en fait, au final, les choix que je fais sont beaucoup plus réfléchis que ce que ça peut paraître sur Internet. Ça, c'est assez important parce que malheureusement, on voit beaucoup de frérots qui peuvent faire beaucoup d'argent, mais ils pensent instantanément, ils pensent qu'au présent, tu vois. Aucun ne pense à dire, oh, je vais essayer de préparer un peu, mais c'est comme les footballeurs, ainsi de suite. Normalement, si tu as pu générer, pour moi,
quand je touche un certain montant de ma vie, plus jamais je serai pauvre, tu vois. Parce que je sais comment mettre mon argent, donc quoi mettre, tout en profitant aussi pleinement de la vie, tu vois, kiffant, profiter des vacances, des trucs comme ça, tout ça, c'est magnifique. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui regarde cette interview, parce qu'on va pas tarder à finir, j'espère qu'on pourra avoir quelques minutes de plus, parce que là, il reste plus que 3 minutes normalement sur le Minitor qui est là. Mais non, pour quelqu'un, entre guillemets, qui te suit, qui regarde cette vidéo, quel conseil tu dirais à quelqu'un qui a envie de se lancer, mais qui hésite, qui a peur de se lancer sur les réseaux ou de lancer un business, quelque chose comme ça? En fait, moi, je dirais que j'aime bien cette expression, mais on n'apprend pas à boxer sans prendre de coups, on n'apprend pas à rouler à vélo sans tomber, on n'apprend pas à gagner d'argent sans en perdre. Donc, pour moi, la seule solution, c'est de se lancer. Tu te lances, tu te lances, tu te lances. Et en fait, le problème des gens qui ne se lancent pas, c'est qu'ils ont peur d'échouer. Okay. Parce qu'en fait, on est dans un système où le redoublement, c'est vu comme un échec. Tu vois, échouer en France, dans notre éducation, échouer, c'est nul. Yeah. Alors qu'en vrai, moi, je vois plus ça comme ça. Plus tu échoues, plus tu as de chances de réussir. Bien tu sûr, vois. bien sûr. Donc, sans échec, il n'y a pas de réussite. Donc, moi, je vois vraiment ça comme ça. Et donc, je dirais à une personne de se lancer. Arrêter de se poser 1000 questions. Se lancer, se lancer. Quoi qu'il arrive, tu auras beau, en fait, poser 1000 questions. Tant que tu t'es pas lancé. Tant que tu t'es pas lancé, tu n'y arriveras pas. Et je te donne un exemple. Imaginons, moi, demain, je vais me lancer à la boxe. Même si mon coach, c'est Mike Tyson, j'arriverai pas à éviter d'avoir un KO. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, en fait, les gens, malheureusement, ils posent 1000 questions, ils réfléchissent à 1000 fois parce qu'en fait, ils veulent pas faire face à l'échec. Mais en fait, je veux dire à ces personnes-là que quoi qu'il arrive, l'échec va arriver. Mais l'échec, c'est pas parce que tu as un échec que c'est la fin. Okay. L'échec, c'est le commencement. Okay. Et il faut enchaîner les échecs pour finir par réussir. Magnifique. Et de tous les business qui existent aujourd'hui, on entend parler de beaucoup de business. Création de contenu, formation, e-commerce, dropshipping, je sais pas, SMMA, ainsi de suite. Quel est le business le plus rapide à faire des millionnaires? On va pas se mentir, c'est la vente de formation. On va pas se mentir. Même si je le fais, je suis obligé de te le dire. Je suis quelqu'un de trop transparent. J'aime bien. La vente de formation, c'est obligé. Mais le problème, c'est que c'est devenu un peu toxique. Dans le sens où, en fait, les gens ont tellement compris que c'est plus simple de faire 10 000 euros en vendant 10 produits à 1 000 euros que plus simple que de réellement se lancer dans l'e-commerce. Du coup, en fait, tu tombes sur des gens qui n'ont jamais chiffré, qui se retrouvent à parler de choses qu'ils ne connaissent pas. C'est ça, qui mentent sur des chiffres. Qui mentent sur des chiffres. Et le problème, en fait, dans ça, c'est que moi, je fais de l'e-commerce depuis 6 ans. Donc, des fois, j'écoute des gens parler. Ils racontent n'importe quoi. Sauf qu'un débutant, il ne peut pas savoir que le mec, il dit n'importe quoi. Parce qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Donc, du coup, en fait, c'est ça le problème. C'est que, en fait, le fait que le personal branding, c'est devenu tellement à la mode qu'il y a même devenu des coachs qui t'apprennent à devenir coach, tu vois. C'est vrai. Donc, du coup, maintenant, c'est devenu tellement en vogue de vendre des produits high ticket que tout le monde le fait. Et je trouve que ça a un peu tué le marché parce que, du coup, ça baisse en qualité. Tu as des gens qui ne sont pas experts dans ce qu'ils font, qui vendent des produits alors qu'ils sont nuls. Comme, par exemple, je te donne un exemple. Avec des entreprises, tu as dû les voir passer en ads. Numadeo devient monteur pour 300 euros. Tu vois, tu as plein de gens qui sont devenus monteurs et qui sont nuls. Du coup, ils sont là, ils te démarchent par email. Ils disent, je suis monteur. Tu regardes la qualité, c'est éclaté. Tu regardes, c'est éclaté. Et en fait, tu as plein de gens qui vendent des choses qu'ils ne sont pas capables de faire. En fait, on leur apprend à vendre des prestats et on leur dit... En fait, le problème, c'est qu'on leur dit ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour se lancer, il ne faut pas que ça soit parfait. Tu dois te perfectionner au fur et à mesure. Sauf que du coup, ils font ça même dans la vente de services. Du coup, ils te vendent des services approximatifs. En espérant que toi, tu vas te contenter de cela. En espérant que toi, tu vas te contenter de ça. Sauf que toi, quand tu payes un truc, sauf que c'est pas pareil pour de l'e-commerce. Bien sûr. Parce que le produit, moi, quand je te dis, tu te lances, tu fais de l'approximation, c'est sur du produit physique, pas sur du service. Sur du service, tu peux pas être approximatif. Non. Sur un produit physique, tu peux être approximatif parce que c'est pas nous qui faisons la conception du produit. Tu es approximatif peut-être sur ton site internet, il est mal fait, mais tu vas t'améliorer. Mais faire des choses approximatives sur du service, ça, je trouve ça limite. C'est chaud. Mais malheureusement, on est dans un monde où, en fait, le problème, c'est que les gens ont compris que la vente de formation, ça rapporte énormément d'argent.
Et du coup, parce que faire 10 000 euros, tu trouves 10 personnes assez Yeah. crédules pour te donner 1 000 L'équation euros. est assez simple, non, ce qu'on dit. On dit, tu show off, tu montres un peu un lifestyle, tu loues des voitures, tu dis, ah, grâce à mon business, j'ai pu acheter cette voiture alors que tu l'as louée, ainsi de suite. Tu la mets en avant et puis les gens voient ça. Tu dis, si vous voulez faire comme moi, bah venez, j'ai une formation pour vous aider à faire du X, Y ou Z. Alors qu'en réalité, c'est parce qu'il vous vend ça qu'il va pouvoir rembourser même peut-être le crédit de la location, alors qu'en réalité, il n'a pas de business derrière, tu vois. Mais tu sais, je suis d'accord avec toi, mais tu sais aussi, c'est ça qui est dommage, mais Mhm. c'est que c'est eux aussi c'est le public qui crée ça. Parce que malheureusement, Yeah. je vais te faire une vidéo, je vais te faire 2 vidéos. Regarde là mon nouveau format de vidéo qui marche. Je vais te faire une vidéo quand je vais t'expliquer comment faire 10 000 euros, elle va pas prendre. Et je Mhm. vais t'expliquer comment j'ai dépensé 10 000 euros, Ça va elle va prendre prendre. directement. Donc en fait, le problème, c'est que en fait, ça représente bien la mentalité des gens actuellement. C'est que les gens, ils sont que intéressés par la destination et pas par tout le chemin Pas qu'il y le a à faire chemin. pour arriver jusqu'à Yeah. cette Yeah. destination. Donc en fait, le problème des coachs, c'est qu'ils donnent à manger, ils donnent à manger à ce que les gens veulent manger. Même moi, au final, j'ai fini par tomber là-dedans, Mhm. alors que de base, je voulais vraiment pas le faire. Ok. Et la preuve, je suis tombé dedans, j'ai augmenté mes chiffres. Mais Alors que qu'est-ce qui te distingue toi du coup? Parce qu'on en parlait juste en bac. Qu'est-ce qui te distingue toi des autres formateurs sur les réseaux? moi, C'est quoi ta philosophie qui te distingue? C'est quoi le, entre guillemets, le credo que tu as? Qu'est-ce que tu utilises comme philosophie, comme morale derrière qui te distingue des autres? honnêtement, moi, ma morale derrière, c'est que j'essaie de pas vendre de rêve. Moi, Ok. je vends ma vie, mais quand je te dis pas vendre de rêve, c'est je fais pas de raccourci pour dire aux gens qu'ils vont devenir riches. Je te dis Hmm. pas que pour devenir riche, ça va devenir facile. Ok. Il y a aucune vidéo où je dis que c'est simple. Ok. Je dis que c'est dur. Si tu veux payer malgré le fait que je te dis que c'est dur, c'est bien, tant mieux. Mais moi, vraiment, j'essaye vraiment parce qu'en fait, le problème, c'est que en fait, les gens, pour te faire payer, ils vont te faire croire que c'est simple. Yeah, Alors jusqu'à ce que tu payes, quoi. Ouais, jusqu'à ce que tu payes. Et une fois que tu vas t'en tu vas dire, mais putain, merde, c'est dur, hein. Tu vois, alors que moi, justement, ma philosophie, c'est ne pas mentir aux gens. Ok. Je te dis, le business, il est dur. Maintenant, ça sera beaucoup moins dur que porter des cartons Mhm. pendant 7 heures par jour. C'est Ça, vrai. c'est sûr. Mais ça reste, ça reste dur et ça reste aussi surtout dur mentalement. Tu vois, il faut que tu t'accroches, il faut que tu continues à bosser alors que ça rentre pas, etc., etc. Donc, moi, vraiment, ma philosophie, c'est vraiment ne pas mentir aux gens. Et vraiment, pour moi, comme je te disais, la limite, elle est fine entre faire du marketing et manipuler les gens. Hmm. Elle est très, très fine. Yeah. Et c'est là où Un seul fil, quoi. ça tient à un seul fil pour moi. Tu vois, par exemple, moi, il y a certains marketing que je ferai jamais. Tu vois, il y a plein de gens qui disent rentre dans le. Enfin, tu vois, des fois, je travaille avec des gens, ils me disent tu devrais rentrer un peu plus dans le personnel, peut-être filmer un peu plus tes parents. Hmm. Est-ce que tu as déjà fait des trucs en Afrique pour ta famille? Est-ce que ça, j'ai dit jamais je vais faire ça. Hmm. Ça, en fait, moi, j'ai mes limites. Après, Moi, c'est mes limites qui me sont propres. Bien sûr. Et je bien sûr. juge pas les gens qui font ça, c'est du marketing. Encore une fois, chacun décide de sa direction artistique. C'est vrai. Si toi, tu décides que ton positionnement, tu fais ça, moi, juste, j'ai pas envie de faire ça. Hmm. Donc, je vais jamais critiquer les gens qui le font. Mais moi, mon marketing, il va jamais. Parce qu'en fait, le problème en tant que marketeur, en fait, le but d'un marketeur, c'est de ne pas laisser les gens indifférents. Donc, tu vas devoir essayer de toucher les gens. Bien sûr. C'est comme de la musique. Tu essaies de Toujours, toucher. toujours toucher le cœur des gens. Toujours toucher. Et le problème avec ça, c'est que les gens veulent aller de plus en plus loin pour toucher les gens. Yeah. Et moi, vraiment, c'était un truc que je me suis toujours promis que j'irais jamais aussi loin. Ok. Et dernière chose, Mhm. c'était un truc qui m'avait marqué. J'avais fait un jour un mastermind, un webinar de Léo Guillot. Mhm. Et je te jure, à la fin du webinar, j'avais vraiment envie de pleurer, mais vraiment, alors que j'avais juste pas l'argent. Parce que tu vois, c'est des mecs qui appuient où ça fait mal. Hmm. À la fin de cette conférence, il y aura ceux qui décident de passer de l'autre côté, il y aura ceux qui restent dans la rat race. Yeah. Déjà, ce terme-là, j'aime pas. Ouais. On n'est pas des rats, tu vois, on est des gens qui, tu vois. Et en fait, pour moi, il y a que des gens qui ont grandi avec de l'argent déjà qui peuvent utiliser ce type de terme. Comment tu appelles ça la rat race? Yeah, Une le vie quotidien des alors gens, que quoi. c'est un quotidien de la majeure partie des C'est gens. vrai. Tu vois, donc je me suis toujours dit que il y a certains mots que j'utiliserai jamais. Il y a certains, même moi dans mes webinars, je dis écoute, que tu aies l'argent ou pas, si tu prends c'est bien, si tu prends pas c'est pas grave. Ça veut pas dire que parce que t'as pas pris tu vas finir pauvre. Yeah. Et tu as des gens vraiment qui vraiment jouent sur si tu viens pas avec moi, tu resteras dans ta rat race toute ta vie et si ça te dérange pas, c'est pas grave.
mais il y en a qui vont passer de l'autre côté et qui vont nous suivre. Et ça, C'est les mêmes phrases, photocopier, quoi, entre guillemets aussi. Et moi, vraiment, je préfère faire moins d'argent et garder mes valeurs que commencer à être prêt à tout pour l'argent, genre c'est ça. Jamais. Personnellement, c'est des choses qui m'ont souvent limité aussi à faire même certains business ou à parler de certaines choses parce que je voulais pas du tout ressembler à ça. Par exemple, de là où je suis, j'ai du mal à offrir quelque chose à ma mère et filmer, tu vois. J'ai du mal à dire oui, j'ai offert ça à ma mère. Pour moi, c'est une humiliation, tu vois. Ah, donc bah tout ce que je fais, après c'est une question d'éducation et de logique aussi, tu vois. Mais tout ce que je fais pour ma famille, ça reste discret. C'est comme même publier la photo d'anniversaire de ma sœur, tu vois. Ma sœur, j'ai du mal parce que j'ai envie de la protéger. Et tout ce qui se passe entre elle et moi, ça reste entre elle et moi, tu vois. Exactement. Je lui donne ça, j'achète ça, je lui donne un téléphone, tout ça. Ça reste entre nous. Exactement. Et quand c'est son anniversaire, j'ai envie de publier, mais je me dis, ok, tu vas publier, elle va avoir beaucoup de likes, mais tu la mets aussi en danger, tu vois. Ouais. Si elle est à l'écart de tout ça, si un jour Karamo il a un problème, c'est Karamo il assume tout seul. C'est ça. Sa famille n'est pas là-dedans, tu vois. Mais c'est une question d'éthique et de logique aussi. Et après, il y a une limite, comme tu dis, qu'on se fixe. Il y a des petites choses comme dire combien tu gagnes et tout ça. C'est des choses qu'on devrait, entre guillemets, dépasser dans le sens où ça peut inspirer d'autres personnes. Là, ma prochaine vidéo qui va sortir ce week-end, je parle de mes sources de revenus. Mes sources de revenus en tant que coach, créateur de contenu, tout ça. Je parle de ça. Mais avant, je sais qu'il y a 1 an, j'aurais jamais osé faire une vidéo comme ça, tu vois. Donc, on évolue, mais il y a toujours une barrière qu'il ne faut pas franchir. On arrive vers la fin de ce podcast. Je sais que toi et moi, on pourrait parler jusqu'à on va remettre ça. Je viendrai à Dubaï de toute façon, après toutes mes tournées là. On va essayer de se refaire ça en deuxième tour. Mais je parle beaucoup de bonheur sur ma chaîne. Pour toi, si tu regardes ta vie aujourd'hui, est-ce qu'il y a 3 choses, selon toi, qui font réellement le bonheur? Et si tu peux partager ta philosophie du bonheur, est-ce qu'il y a 3 choses ou 3 choses en particulier qui, selon toi, sans quoi tu peux pas parler de bonheur? Pour moi, je dirais, en fait, je dirais, pour moi, le bonheur, c'est pas forcément d'argent, mais pouvoir être là pour ses proches, être quelqu'un sur qui les gens puissent se reposer, vivre avec des gens que t'aimes et faire ce que t'aimes dans la vie. C'est les 3 choses. Et être avec les gens que t'aimes, ça peut être ta famille ou sentimentalement parlant. Mais pour moi, c'est les 3 choses. Être présent pour ses proches. Tu sais, t'es pas réellement heureux si tu sais que ta mère mange mal. T'as beau dire ce que tu veux, à moins que tu sois vraiment égoïste, tu vois. Mais tu peux pas vraiment être heureux. Tu peux pas être heureux aussi si t'es riche et t'as pas d'amis, t'as pas d'amis, t'as pas de famille, t'as pas de copine. T'as personne avec qui profiter de ton argent. Exactement, tu seras pas heureux. Et tu seras pas heureux aussi si tous les matins tu te réveilles pour faire quelque chose que t'aimes pas. Donc moi, c'est les 3 choses que Dieu merci j'ai et qui font que actuellement j'ai jamais été aussi heureux qu'en ce moment. Donc à une époque, je vivais beaucoup moins bien le fait d'avoir de l'argent. Mais là aujourd'hui, genre encore hier, j'ai organisé un truc pour une association. Genre on a acheté des sacs, on a acheté 100 sacs Nike. Ok, avec des baskets et tout. Ouais, il n'y avait pas de basket, mais c'était vraiment fourniture scolaire. Ok. Donc il y avait des cahiers, des trousses pour des gens d'un quartier dans le 19e. Et même, c'était la première fois que je fais ça en France. Du moins, j'avais déjà fait des trucs en Afrique, mais pas en France. Et même, genre, c'est ça le bonheur. Pour moi, c'est ça mon bonheur à moi. Je suis pas... En fait, moi, après, j'ai une personnalité très altruiste. Si mes proches sont heureux, je vais être heureux. Je vais pas réussir à moi être heureux en ayant tous mes proches autour de moi qui sont tristes. Donc moi, j'ai toujours basé mon bonheur sur le bonheur de mes proches. Et en fait, je m'étais dit que si j'améliore pas ma situation, je pourrais pas mettre bien mon entourage. Et là, quand je vois que mes petits frères sont contents, ma mère, elle a plus besoin de travailler, certains membres de ma famille non plus, genre je me dis... c'est ça le bonheur pour moi. En tant qu'homme, tu te sens homme. Tu dis les gens peuvent compter sur toi. Tu es la personne qu'on appelle quand on a besoin. Pour moi, c'est ça. Très inspirant en tout cas pour un jeune. 29 ans, tu es encore assez jeune pour faire autant. C'est quoi le maximum d'argent que tu as fait en une journée? Parce que dans e-commerce et les formations, on est souvent sur le Stripe, des trucs comme ça. C'est quoi le max que tu as touché et quelle est la sensation que tu as ressentie pour la première fois? Le max d'argent que tu as touché en une journée? Franchement, le max, là, ça va sembler indécent, mais il n'y avait pas tout dans ma poche. Mais de toute façon, tu as dû entendre, des fois, ça fait un peu polémique, etc. Tu as dû entendre l'époque des NFT.
et tout. Ouais. Moi, j'avais fait un projet NFT. Okay. Donc, et nous, notre projet NFT, on l'a sold out en 24 heures. Okay. Donc, le max que j'ai fait en 24 heures, c'était... Attends, il y avait 8600. Bref, c'était à peu près 3,5 millions. 3,5 millions en une soirée. En une soirée. Incroyable. Et comment tu te sens quand tu fais une folie comme ça? J'étais sonné. Hein. Après, c'était à partager avec des associés. Hein. Mais j'étais sonné. J'étais vraiment sonné. Et j'étais sonné. Et en fait, tu ne réalises pas. Parce qu'en fait, c'était un projet où tu communiques pendant un mois. Et en fait, c'est comme si c'est une vente privée. Et les ventes, tu les ouvres pendant quelques heures. Okay. Ça veut dire, nous, on avait tellement fait un bon marketing qu'on a sold out en 5 minutes. Donc, en 5 minutes, on a fait 3,4 millions. J'ai même pas pu me rendre compte que c'était fini. C'est comme si tu bosses sur un truc pendant un mois et ça finit en 5 minutes. Yeah. Donc, j'étais comme ça. J'ai même pas eu le temps de finir ma cigarette parce que je fumais encore à l'époque. J'étais comme ça. Incroyable. Aucun mot. Mais je vais pas te mentir. Pour conclure, sinon on va encore repartir sur un projet. Mais honnêtement, cet argent-là, cet argent-là que j'ai eu, je l'ai perdu très rapidement. Dans des mauvais investissements, dans des mauvais choix. Donc là, actuellement, en fait, je pars du principe maintenant que plus tu as de galères, plus c'est long, plus ça va durer. Okay. L'argent gagné rapidement ne dure jamais. Possible. Ça veut dire, plus tu as souffert pour trouver l'argent, pour gagner ton argent, plus ça va être périn sur le long terme. Ça veut dire... Et là, actuellement, limite, je préférerais gagner 3,5 millions en un an que ça se reproduise. J'ai même pas savouré. Tu vois, genre... ça allait vite, quoi. Ça allait trop vite. J'ai pas eu de sentiment et je pense même que c'est pour ça que j'ai autant mal investi cet argent-là parce que j'ai limite pas eu de respect pour cet argent-là. T'as pas eu de douleur à l'obtenir. J'ai pas eu de douleur à l'obtenir. J'étais sonné, boum. En plus, c'était en crypto, tout ça. Donc, boum, tu vois, ton wallet, il passe de 0 à... Limite, ça semble même pas réel. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Que, tu vois, après, à l'époque des NFT, ça avait pris beaucoup d'ampleur aussi. Exactement, c'est monté très vite et tout a chuté aussi vite. Aujourd'hui, on n'entend même plus parler. On n'entend plus parler. C'était une hype où même nous, les fondateurs, on pensait que ça allait durer alors que ça s'est écroulé aussi vite. Donc ouais, c'est tout. Et moi, maintenant, je suis plus sur le long terme. Faire des projets qui prennent du temps, qui se valorisent et les revendre dans plusieurs années. Et là, tu es content. Tu dis, waouh, j'ai bossé sur un bébé pendant 2 ans et là, je le revends. Et là, cet argent-là, je pense que quand tu l'as, tu le savoures. Magnifique, magnifique. Est-ce que tu aurais un dernier message pour les personnes qui ont regardé ce podcast? On va devoir s'arrêter ici et remettre ça pour une deuxième partie, du coup. Bien sûr. Bah, franchement, si je peux leur donner un message, c'est déjà de continuer de croire en eux. Continuer de croire en eux. Et en fait... Si tu veux faire partie des 1%, bah, il faut faire l'inverse des 99%. Yeah. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être différent. Moi, toute ma vie, les gens, ils rigolaient un peu parce que j'étais différent. J'étais vu comme un mec fou, comme un mec matrixé, comme un mec qui a des rêves trop grands. Rien n'est trop grand, tout est possible. Tu as même Elon Musk qui il veut qu'on habite sur Mars. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on y arrive de son vivant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, tout est possible quand à celui qui croit et qui s'y donne les moyens. Yeah. Et si je peux donner un autre conseil... C'est pour toutes les personnes pas seulement celles qui viennent d'Afrique, mais celles qui estiment qu'ils n'ont pas forcément moins de chance que les autres. Je dirais d'arrêter de s'apitoyer sur son sort et arrêter de chercher de l'aide chez les autres. Tu ne deviendras jamais riche en te demandant de l'aide. J'ai jamais vu quelqu'un qui fait la manche devenir millionnaire. Donc, oui, c'est dur. Franchement, c'est trop dur. C'est subir le racisme et l'égalité des chances. Tout ça, c'est dur. On le sait, c'est dur. Mais c'est pas en demandant de l'aide aux autres que tu vas t'en sortir. Yeah. Donc je dirais, arrêtons de nous trouver des excuses. Travaillons. Limite, je préfère. Ça m'est déjà arrivé, quelqu'un m'envoie un DM, me dise, Marcus, j'ai besoin d'argent. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Là, j'aime cette démarche. Ça, c'est inspirant, ouais. Ça, j'aime bien. Ok, peut-être que tu peux répondre à mes emails. J'ai du travail pour toi. Je tiens 500 €. Voilà. Mais venir dans une démarche, aide-moi. Créer des histoires débiles pour commander de l'argent, j'en connais. Tu vois, ça n'aidera jamais. Et c'est pour ça que souvent je suis dur avec les gens qui me demandent. C'est pas méchant. Tout le monde me connaît. Je dirais pas il y a pas plus altruiste que moi, mais c'est dur de trouver plus que moi. Mais c'est pour les aider. C'est pas en continuant à pleurnicher et en demandant que tu vas t'en sortir dans la vie. Tu repousses juste le problème. Ok, tu m'as demandé 100, je te les ai donnés. Maintenant, tu fais comment? Les 100, tu vas demander à une autre personne. Et quand tu as fini le cercle,
Tu fais comment? Tu vois, donc plus vite tu apprendras à trouver des solutions à tes problèmes, plus vite tu t'en sortiras. Et moi, justement, c'est depuis que j'ai 15 ans que je trouve des solutions à mes problèmes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai 29 ans et que j'en suis là. Magnifique. Merci pour ce partage incroyable. C'est ma première fois d'envoyer un vrai businessman entre guillemets. Bon, j'en ai eu des grands entrepreneurs aussi, mais quelqu'un qui fait du e-commerce, c'est la première fois. J'espère que vous avez pris du plaisir à suivre cette interview avec Marcus. On va refaire ça en partie 2. Quand j'aurai fini toutes ces tournées-là, je pense que j'irai à Dubaï. On va essayer de se faire une partie 2 de ça. On sera peut-être encore à un autre level chacun de son côté. Exactement. Et puis, merci d'avoir suivi tout ça. Vous pouvez aller retrouver Marcus sur sa chaîne. Tapez juste Marcus. De toute façon, je vous mettrai des liens dans la description. Et puis pour prendre un rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe aussi, vous avez un lien dans la description. On fait un webinaire ce dimanche. Je pense que quand vous verrez cette vidéo, même on sera en webinaire déjà. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles choses. C'était Karamo et Marcus. Et comme toujours, suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.